Dans la troisième partie de sa conférence, Hélène Bourris expose les qualités du toucher en somato-psychopédagogie. Par rapport maintenant à la douleur et le toucher. Je vais vous décrire un petit peu le processus qui se produit quand une personne souffre. Et puis vous allez le reconnaître parce que probablement vous avez déjà souffert quelque part, à un moment donné, plus ou moins. Dans la douleur physique, ou dans la souffrance psychique, il y a toujours une désensorialisation. C'est-à-dire que pour ne pas souffrir, et ceux qui ont des douleurs chroniques le savent, pour ne pas souffrir, à un moment donné, c'est comme si on isolait la partie qui souffre de notre globalité. On peut l'isoler de plusieurs manières. Quand vous avez mal au dos, par exemple, vous bloquez votre dos, et puis vous pouvez bouger ce que vous bougez avec votre dos, avec d'autres parties. Pour bouger votre dos, vous allez par exemple bouger les pieds, ou faire plus de mouvements avec vos épaules pour immobiliser la région du dos. Vous comprenez? Et donc, en fait, quand une région souffre, d'abord on immobilise. Et en même temps qu'on l'immobilise, on l'insensibilise, comme si on la cartonnait un petit peu en quelque sorte. Et du coup, on a moins de perception, on est moins affecté par cette zone-là. D'accord? Mais en même temps, c'est comme si c'était une partie de soi qu'on mettait à l'écart de soi. Et ça, c'est physiologique. C'est une stratégie d'adaptation à la souffrance et à la douleur. D'accord? Donc quand par exemple, même vous avez une souffrance affective, c'est la même chose. Quand on a une souffrance affective, on crée des tensions à l'intérieur de soi, puis on se sent serré dans son cœur, on se sent oppressé dans son thorax, et à un moment donné, cette oppression, elle est là pour immobiliser ce qui vous affecte, et pour ne pas permettre à ce qui vous affecte de venir entretenir cette souffrance. D'accord? Donc c'est une stratégie d'adaptation physiologique, et là où ça pose problème, c'est quand ça dure, alors que le problème est passé. C'est quand il y a perte de réversibilité du problème, alors que l'affect, que la douleur est passée. Donc il y a quelque chose qui perdure dans la stratégie, alors que le problème n'est plus là. D'accord? Et on a en fait des stratégies d'adaptation qui sont des modes de compensation qui vont trouver une architecture dans la façon de tenir son corps, dans la façon d'avoir des parties de soi, je dirais, plus vivantes, plus sensibles, et d'autres parties de soi, quelque part, un petit peu étouffées. D'accord? Pour résoudre ces problématiques, on va appliquer habituellement des touchés techniques avec des touchés de relation. Et ça, c'est ce que vous trouvez dans toutes les méthodes. Donc, avec le toucher de relation, je vous ai dit tout à l'heure, qui a vraiment un objectif de communiquer avec la personne, et sachant que la communication, là, c'est une communication non verbale, et qui peut perdurer quand la personne n'a plus la possibilité de communiquer verbalement. D'accord? Donc dans le soin, quelle que soit la nature de l'accompagnement soignant, le toucher, ça va être toujours un élément qui va être possible d'utiliser jusqu'au bout de la vie, quelque part. D'accord? Et donc là où, au niveau, par exemple, d'une psychothérapie, on ne peut plus intervenir en fin de vie, on peut encore toucher. La famille, les infirmières, les psychothérapeutes également, peuvent encore accompagner la personne. Donc on a vu que le toucher pouvait servir à éduquer, à apprendre à la personne à se réconcilier avec son corps, construire une image de soi qui est très importante. Quand le corps se dégrade, l'image de soi se dégrade. On n'a plus envie de s'occuper de soi, on se fait plus beau. À l'hôpital, on voit, par exemple, une femme qui est atteinte d'une maladie grave, elle ne s'habille plus, elle ne se maquille plus, ça c'est mauvais signe. Et il y a des personnes qui sont très atteintes au niveau de leur santé, on sent à un moment donné, elles vont se faire belles, elles vont se parfumer, elles vont se maquiller. Ça, c'est bon signe. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un élan de vie qui est important, qui est encore là. Donc le toucher, on en a parlé, une synthèse, va nous permettre de travailler sur l'estime de soi. C'est un élément important. Et on a vu aussi que le toucher, qu'il soit technique ou relationnel, ça implique une compétence du praticien. D'accord? Et puis, il y a un dernier élément que j'ai mis à part, mais il est dedans, confondu dedans, c'est que le toucher, il fait appel au sentir. C'est que quand on touche, on est touché. D'accord? Et quand on touche, c'est pas qu'un contact, on touche. La personne qui est touchée est touchée. D'accord? Est touchée dans
dans son affection, dans sa sensibilité, pas juste un contact de peau. D'accord? Et si elle est touchée, c'est qu'il y a un sentir. Et quand on souffre et qu'on est coupé de son corps, qu'on a comme cartonné, protégé son corps, quand vous touchez les gens, ils ne vous sentent pas. Ils ne vous sentent pas, même physiquement, et ils ne vous sentent pas affectivement. Alors, par exemple, pour vous donner une illustration, peut-être ça vous est déjà arrivé de vous faire masser le dos. Vous avez déjà arrivé de vous faire masser le dos? J'espère. Et quand on est tendu dans son dos, parfois, on peut recevoir le massage, et puis on va dire au praticien, appuie plus fort, c'est comme si je ne te sentais pas. Vous voyez, parce que la tension des muscles, elle désensorialise la région. Alors que quelqu'un qui est complètement détendu, si vous le touchez, il ressent bien. Et vous n'avez pas besoin d'appuyer fort pour qu'il y ait un bien-être à l'intérieur de lui. D'accord? Donc, il y a un ressenti dans le toucher. Et en fonction de la réceptivité de la personne, il va falloir trouver un moyen, quelque part, d'entrer en relation avec l'autre, avec le bon toucher, qui est donc un toucher qui doit être différencié. Je ne touche pas pareil tout le monde. D'accord? Et c'est fonction de la personne. Parfois, il faut avoir un toucher ferme pour un objectif et pour un type de personne. Et parfois, il faut avoir un toucher lent, peu profond, parce que c'est ça qui va être accueilli par la personne. Donc, il y a un savoir-faire pour ça. En somatopsychopédagogie, donc la photo est pâle, c'est volontaire parce que j'ai écrit dessus. On utilise deux types de toucher. On utilise un toucher, en fait, le toucher technique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un toucher symptomatique. C'est-à-dire que, par exemple, quand une personne a mal à une épaule, on va prendre son numérus, on va prendre son omoplate, on va prendre sa clavicule, on va libérer ses cervicales. Il y a une stratégie d'enchaînement de prises dont chacune a une vocation qui est de libérer un certain type de tension, un muscle, une profondeur tissulaire, articulaire. Voilà. Et donc, le but, en fait, c'est principalement de libérer le symptôme, c'est-à-dire de libérer la douleur, de libérer la tension. Et en même temps, on a un autre projet, c'est de solliciter la force d'autorégulation du corps. Donc c'est là que ça peut être un petit peu plus compliqué si vous n'en avez pas fait l'expérience. Mais dans la somatopsychopédagogie, on s'adresse en fait à un principe physiologique qui s'exprime en fait dans les tissus du corps sous forme d'une animation que le praticien perçoit sous sa main. C'est-à-dire on fait une écoute tissulaire et quand un tissu est physiologique, à un moment donné, il y a un enroulement et un déroulement du tissu qui est organisé dans les différents plans de l'espace, et ceci à tous les niveaux du corps. Donc, au niveau d'un os, au niveau d'un muscle, au niveau d'un ligament, on va toucher la zone anatomique, et puis on va sentir si soit il y a une vitalité qui s'exprime et qui s'exprime sous la forme d'un mouvement, soit il n'y en a pas. Et en fonction de il y a ou il n'y a pas, c'est en santé ou c'est en maladie, entre guillemets. Sachant qu'il peut y avoir des tensions au niveau du corps qui révèlent, entre guillemets, une maladie non révélée, c'est-à-dire que la personne n'est pas encore au courant que c'est bloqué. Vous voyez, on va toucher une zone du corps et la personne va dire « Oh, ça me fait mal là, je ne savais pas que j'avais mal là ». Vous voyez, on va mettre des mains sur un ventre et puis on va dire « Vous avez un petit peu de soucis en ce moment ?» Parce qu'on va sentir que le ventre est tendu et la personne dit « Ah oui, je vois que, oui, effectivement, je suis stressée en ce moment, mais je n'avais pas vu que ça avait autant que ça tendu mon ventre. » Et quand on touche, la personne, ça révèle en fait à elle-même la sensation de sa tension. Après, nous, on a notre jargon, on parle de mouvement interne, mouvement parce que ça bouge, c'est animé, interne parce que c'est dans les tissus. J'ai introduit un mot ici qui est la notion de psychotonus, je vous expliquerai tout à l'heure. Ce mouvement qui concerne les tissus du corps, il concerne aussi le psychisme de la personne, mais je vous l'expliquerai à la diapo suivante. Alors ensuite, il y a un deuxième toucher dans le toucher, c'est le toucher relationnel. D'accord ? C'est-à-dire que le toucher relationnel, c'est la manière d'être du praticien pour rentrer en relation avec la personne touchée.
et déclencher chez la personne touchée une manière d'être à elle-même et une manière de répondre au praticien. Donc, ce n'est pas un toucher à sens unique, c'est un toucher qui sollicite. Et en réponse à la sollicitation, le corps va donner des informations qui vont être des indicateurs pour le praticien de santé ou au contraire de non-physiologie. Donc le premier élément, ça va être d'écouter le corps. Et le corps, il va dire des choses que la personne ne dit pas forcément avec ses mots. Ce qui fait que, vous voyez, il y a une demande de la personne, genre je viens vous voir parce que j'ai une petite tension là dans mon cou. Et puis, il y a un toucher qui va mettre en relief l'organisation de la demande du corps de la personne. Et autour d'une demande physique, il va y avoir toute une organisation de la tête aux pieds, de la tension de la personne autour de la problématique physique. Et quand on va interroger cette demande du corps, ça va générer chez la personne des sensations dont on va la faire témoigner. Et autour de ce dont elle va témoigner, souvent, elle va faire le lien entre les sensations de tension et son contexte de vie. Donc du coup, l'accompagnement, ce n'est pas juste un accompagnement somatique, mais c'est aussi un accompagnement de qu'est-ce que disent ces douleurs dans mon contexte de vie. D'accord ? Donc, tout le premier travail, ça va viser à réveiller une vitalité à l'intérieur du corps, réveiller un mouvement dans les tissus qui s'exprime sous forme d'un tonus de la main du praticien, d'accord ? Qui est un tonus physique, mais on verra qu'il y a aussi un tonus psychique. Et en même temps, plus je sollicite ce mouvement, plus la personne se ressent, se retrouve, recontacte en même temps qu'elle se détend de la chaleur à l'intérieur d'elle, donc ses contours en quelque sorte, elle se retrouve au niveau même identitaire. Et donc en même temps qu'on touche la personne, on va la solliciter perceptivement. Ça fait partie du travail. Donc, vous voyez, par rapport à d'autres méthodes où le praticien effectue quelque chose sur le corps et réalise son projet, puis il va vous dire « Ok, c'est fini, tout va bien », nous, en somatopsychopédagogie, on va toucher et ça ne sera bien que quand ça sera bien sous nos mains et que la personne ressentira les effets déclenchés dans son corps. Donc, il y a une particularité, c'est que la personne, elle est sollicitée dans une participation active aux soins. Le troisième élément important dans le toucher relationnel, c'est qu'on ne fait pas que toucher, donc du coup, on permet à la personne de faire une expérience. Et ça, c'est spécifique. Quand vous touchez, quand vous faites faire du mouvement, quand vous faites faire une introspection, vous faites faire une expérience à la personne. Et du coup, on va faire décrire ensuite l'expérience pour tirer du sens de son expérience. Et c'est une méthode qui va permettre à la personne à retrouver les principes qui permettent d'apprendre de son expérience pour transposer dans sa vie quotidienne. Un travail plus élaboré cette fois-ci où on constate qu'il y a des tas de personnes qui ne savent pas apprendre de leur vie. Et qu'est-ce que ça donne quand on ne sait pas apprendre de sa vie? On refait toujours les mêmes erreurs. D'accord? Donc le travail sur soi va être en fait un travail, je dirais, à un niveau un peu plus originaire, un peu plus fondamental, pour retrouver les stratégies d'apprentissage expérientiel, mais à partir d'une expérience vécue. Donc une expérience vécue, c'est très particulier. C'est pas seulement une expérience où j'étais là, genre j'étais là à la conférence d'Hélène, vous y étiez. Mais une expérience vécue, c'est j'étais là en première personne. C'est-à-dire que ce qu'elle a dit, ça a résonné à l'intérieur de moi. Je ne me suis pas seulement contentée de dire ça je connais, ça me plaît, ça on dit n'importe quoi. Je me suis questionnée en même temps. Je me suis dit, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça questionne à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça sollicite à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que je vais rentrer ma soirée en me disant c'était bien ou pas bien? Ou est-ce que je vais dire, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et ça, je pourrais le raconter, parce que ce que j'ai appris, je le reconnais, et c'est cognitif. Et je peux en faire quelque chose pour après. D'accord? Donc ça, c'est vraiment central dans notre approche. Solliciter la perception, faire une expérience, et apprendre à la personne à apprendre de son expérience. C'est vraiment une pédagogie métacognitive, apprendre à apprendre de soi. D'accord? Et un dernier élément,
l'objectif de notre pratique, c'est d'accorder le corps et le psychisme. Et ça, je vais vous l'expliquer après.